entre protestants, catholiques et juifs. Les congrégations religieuses peuvent librement se réunir et exercer leur religion, tant qu'elles le font discrètement et sans menacer ni l'autorité politique, ni l'institution calviniste officiellement établie. C'est dans ce contexte que Spinoza écrit un ouvrage qui promeut le respect de la liberté d'opinion et vise à unir toutes les confessions dans un credo universel, capable de dépasser les particularismes et de mettre en relief l'unité essentielle à tous les messages religieux. Après une présentation des arguments de Spinoza en faveur de lois libérales dans le TTP, nous entendons discuter les raisons pour lesquelles la tolérance en matière de liberté d'opinion est jugée nécessaire. Nous interrogeant ensuite sur les limites qu'il établit lui-même à cette tolérance, nous serons amenés à brosser le contexte historico-politique de la Hollande de son temps pour mieux saisir l'enjeu et la cohérence ou non de ses propos. C'est dans le TTP, et dans le TTP exclusivement, que se trouve défendu par religieuse et politique. Loin d'être un thème secondaire dans l'ouvrage, le respect de la liberté d'opinion et d'expression de ces opinions est même présenté par Spinoza lui-même comme le but essentiel du traité. Ainsi peut-on lire dans sa préface. C'est pourquoi, puisqu'il nous est échu cette rare félicité de vivre dans une libre république, où l'on reconnaît à chacun une entière liberté d'exercer son jugement et d'honorer Dieu selon sa propre complexion, et où rien n'est tenu pour plus précieux et plus doux que la liberté, j'ai cru faire œuvre méritoire et utile en montrant non seulement que cette liberté est concédée sans dommage pour la piété et la paix de la République, mais encore qu'on ne peut la supprimer sans supprimer aussi la paix de la République et la piété. C'est le point principal que j'ai voulu démontrer dans ce traité. Je passe de ligne. La défense que fait Spinoza de la liberté d'expression s'allie à la défense qu'il fait de la démocratie, car les raisons justifiant la tolérance face à l'expression des opinions sont les mêmes qui légitiment la démocratie comme régime à la fois le plus libre et le plus puissant, aussi paradoxal que cette affirmation ait pu sembler aux contemporains de Spinoza. Ses propos à ce sujet se trouvent principalement au chapitre 20 du TTP, le dernier chapitre, intitulé « On montre que dans une libre république, il est permis à chacun de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense », et repose sur un argument majeur. Il est dans la nature humaine, dans le droit naturel de chacun, de penser selon sa complexion propre, selon sa nature propre, et d'exprimer ses pensées. Et par conséquent, toute tentative de contrôle des pensées ou paroles n'aboutit qu'à une violence de l'État, qui en engendre d'autres, du peuple cette fois, ce qui met le gouvernement en péril et n'est pas souhaitable. Il n'est par conséquent pas dans son intérêt d'opprimer la liberté d'expression. L'argument, en somme, est celui de la nécessité. Puisqu'il est impossible d'empêcher la nature, autant en tirer parti en faisant comme si on l'avait choisi, c'est-à-dire en encourageant la liberté par des lois libérales. Une analyse de détail révèle des éléments fort intéressants. L'argument a deux axes, pragmatique et normatif. Commençons par l'axe pragmatique. Spinoza part de la constatation d'un fait pour en déduire un conseil aux gouvernants, invoquant alors une nécessité d'ordre pratique. Je cite, « Les hommes sont ainsi faits pour la plupart qui ne supportent rien avec moins de patience que de voir tenus pour criminels les opinions qu'ils croient vraies, et imputer à crime ce qui les pousse à la piété envers Dieu et les hommes. Cela les conduit à haïr et à tout oser contre le magistrat, à juger qu'il est non pas honteux, mais au contraire tout à fait légitime, de soulever pour cette raison des séditions et de provoquer n'importe quel trouble. Puisqu'il est donc établi que la nature humaine est ainsi constituée, il s'ensuit que les lois que l'on institue sur les opinions concernent non les scélérats, mais les hommes au caractère libre. Elles servent non pas à réprimer les méchants, mais plutôt à irriter les justes, et elles ne peuvent être maintenues sans grand danger pour l'État. C'est l'expérience qui parle ici, et les lois doivent être libérales envers la liberté de penser et de s'exprimer, par peur des conséquences que les lois répressives auraient.
Aussitôt après, Spinoza continue d'ailleurs. Ajoutons que de telles lois sont totalement inutiles. Argument de tactique politique. Cet appel à un pragmatisme bien compris est déjà présent au début du chapitre, lorsque Spinoza explique que bien que le souverain ait droit sur toute chose, il ne peut cependant jamais empêcher que les hommes ne jugent de toute chose selon leur propre complexion. En effet, le droit du souverain est déterminé par sa puissance, nous l'avons montré, mais quant à nous, nous discutons non de son droit, mais de son intérêt. Ce à quoi fait écho un peu plus loin l'idée pragmatique que ce qu'on ne peut interdire, il faut nécessairement le permettre. Mais outre l'expérience, le droit et la raison dictent également un respect de la liberté, ou comme le dit Spinoza à propos des bienfaits de ce respect, ce n'est pas seulement la raison qui l'enseigne, c'est aussi l'expérience par des exemples quotidiens. Même si la citation donnée à l'instant le dit bien, le souverain peut être tyrannique à bon droit s'il en a la puissance, il y a aussi un droit du côté des individus, qui est le droit minimalement attaché à leur puissance de vivre et d'exister, et donc un droit naturel, absolument inaliénable, celui de penser. C'est ici une manière de considérer l'argument de la nature humaine, non sous l'angle du donné empirique, les hommes sont ainsi faits, il est établi que la nature humaine est ainsi constituée, mais sous celui du droit théorique. Voici donc l'angle théorique de l'argumentation. Personne ne peut transférer à autrui son droit naturel, c'est-à-dire sa faculté de raisonner librement et de juger librement de toute chose, et personne ne peut y être contraint. C'est pourquoi l'on considère qu'un État est violent quand il s'en prend aux âmes. C'est pourquoi aussi la majesté souveraine paraît opprimer les sujets et usurper leurs droits, quand elle veut prescrire à chacun ce qu'il doit embrasser comme vrai et rejeter comme faux, et par quelles opinions son âme doit être incitée à la dévotion envers Dieu. Car tout cela relève du droit de chacun, quand bien même il le voudrait. Tout se passe à ce sujet comme dans l'établissement du pacte social, où les hommes remettent une partie de leurs droits naturels, mais ne s'en défont jamais totalement, selon Spinoza. Ils ne le pourraient d'ailleurs pas, sans contradiction, puisque c'est pour préserver ce droit naturel lui-même, compris comme puissance d'exister, qu'ils opèrent cette auto-limitation. Évoquant ce pacte implicite, Spinoza opère une distinction entre pensée et action qui doit lui servir à nouveau dans son argumentaire en faveur de la liberté de penser. Dans un état dogmatique, celui qui se rapproche le plus de l'état de nature, tous, nous l'avons montré, conviennent d'agir, mais non pas de juger et de raisonner selon le décret commun. Ce qui veut dire, puisque tous les hommes ne peuvent avoir également le même avis, qu'ils ont décidé de donner force de loi à l'avis qui aurait la majorité des suffrages, mais en conservant l'autorité d'abroger ces décisions s'ils en découvrent de meilleures. Ainsi donc, moins on accorde aux hommes de liberté de juger, plus l'on s'éloigne de l'état le plus naturel, et plus l'on règne donc violemment. De même que les hommes ne se défont jamais de leur liberté de penser, ce qui serait se défaire de soi-même, mais seulement de leur liberté d'agir selon leurs décrets propres, le souverain ne doit chercher à contrôler que les actions des hommes et non leurs pensées. Nous reviendrons en deuxième partie sur la signification politique de cette affirmation dans la Hollande de la seconde moitié du XVIIe siècle, où la question du ius circa sacra, c'est-à-dire de l'ingérence de l'État en matière religieuse, faisait l'objet d'une des principales controverses entre les arminiens et l'autorité politico-religieuse calviniste. Pour l'heure, notons que Spinoza a bien recours à une argumentation de type juridique pour légitimer, théoriquement et non pas seulement